Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Polynésie. La première, voici les titres de votre journal. Le Covid-19 continue sa progression sur le territoire polynésien avec 491 cas toujours actifs. Un virus qui se transmet désormais localement et qui est favorisé par la promiscuité et les rassemblements. Whareirata revoit la tarification de ses boîtes postales. Dès février prochain, il faudra payer 500 francs par personne supplémentaire en plus de la location de la boîte postale. Les professionnels polynésiens du tourisme font du lobbying à Paris, une stratégie destinée à réattirer la clientèle métropolitaine qui a déserté la destination Tahiti et ses îles. Focus également sur Amir Ferry, l'ambassadeur de l'Organisation arabe pour l'éducation, n'a que 17 ans avec déjà un parcours exceptionnel. Il est allé à la rencontre des élèves du collège de Tiparoui. Qui va gagner le concours Tairip Omutu 2020? 6 groupes sont en compétition ce soir sur le papa de la Maison de la Culture. Pour en parler, nous allons retrouver en direct de la Maison de la Culture justement Fabien Dinard, directeur du Conservatoire, qui est notre invité. On vous retrouve en fin de ce journal, Fabien. Mais avant d'aller plus loin, cette disparition inquiétante du côté de Takaroa, dans l'archipel des Tuamotu, où 4 habitants de l'atoll sont portés disparus en mer depuis 2 jours. Alerté ce jeudi seulement, le JRCC a déclenché les recherches dans l'après-midi. Les précisions du directeur du JRCC, Antoine Ferry, joint par téléphone par Pierre-Emmanuel Garot. Immédiatement, on a engagé un premier aéronef gardien de la Marine nationale qui revenait de Nukuiva pour rallier la zone entre les îles de sa navigation et un deuxième gardien pour venir renforcer cette recherche qui s'est étendue entre Takapoto, Takaroa et l'île de Tikei, la destination initiale. On continue à rechercher. Donc, cette deuxième journée, on a réengagé les 2 aéronefs qui travaillent. Les conditions météo se sont légèrement détériorées. La mairie a fait des patrouilles aussi le long de l'atoll. On ne trouve rien actuellement. C'est une situation éminemment inquiétante parce que le navire n'avait aucune vivre, ni de l'eau à peu près pour 2 jours simplement, quoi. Donc on est extrêmement inquiet parce que c'est un petit bateau de 6 mètres, blanc, ça se voit à peine dans l'eau et surtout quand il y a une mauvaise météo. Et ce soir à 18h45, les autorités ont décidé l'arrêt des recherches aériennes. Au chapitre sanitaire, vous l'avez sans doute remarqué, le ministère de la Santé ne communique plus sur l'expansion du Covid-19 en Polynésie, mais un bilan tout de même ce jeudi qui fait état de 491 cas toujours actifs, 46 hospitalisations et 10 décès. Le nombre de cas de Covid augmente de façon significative ces 2 dernières semaines. Outre les premiers cas importés depuis l'ouverture des frontières le 15 juillet, le virus circule désormais entre les Polynésiens même, y compris dans les îles. La promiscuité et les rassemblements jouent un rôle important dans l'expansion de l'épidémie. Natacha Silagé, Hiroterorotoa. Et toi, alors, tu te sens comment depuis ce matin? Très bien. De plus en plus de consultations chaque jour. Les médecins du privé prescrivent des tests Covid à l'appel pour rassurer leurs patients. La courbe est en hausse. 2228 cas depuis le début de l'année, 568 de plus en une semaine. Ça vous inquiète en fait? Vous préférez vous assurer que ce n'est pas le Covid? Aussi, oui. Je préfère s'assurer que ce n'est pas le Covid. Donc vous allez faire le test, demander à faire le test? Oui. On va demander à faire le test. Le relâchement et l'augmentation significative du nombre de tests sont sûrement en partie responsables de la flambée du nombre de cas de Covid. Les médecins encouragent le dépistage avec un constat. Si les malades ont toujours 45 ans en majorité, les plus de 60 ans sont davantage touchés, contrairement aux moins de 20 ans. On voit bien que la courbe est quand même exponentielle, elle monte un petit peu en puissance. Si l'inquiétude fait avoir des gestes sérieux, ça a quelque chose de bon. Essayer d'éviter le relâchement, protéger au maximum nos personnes à risque, parce que c'est ça le problème, les rassemblements et surtout peut-être les rassemblements familiaux. À l'hôpital, la situation est pour l'instant maîtrisée, même si les professionnels de santé font appel aux cliniques pour les pathologies graves, hors Covid. 50% des lits dits armés Covid sont occupés, 14% des lits sont pris en réanimation à l'hôpital. Car malgré les mesures de précaution, le virus se transmet. Promiscuité dans les restaurants, le Covid suit son modèle épidémique, encouragé par les réunions familiales et les quartiers insalubres où l'on vit à plusieurs dans des espaces réduits. Résultat, 39 clusters à Tahiti, essentiellement dans les entreprises.
Les marquises ne sont plus Covid-free non plus. Une habitante de Nukuiva, de retour de Tahiti, vient d'être dépistée positive. Toutes les personnes qu'elle a rencontrées vont être testées à leur tour. Je rappelle qu'actuellement, il n'y a aucune obligation de se tester lorsque l'on revient de Tahiti. Mais qu'il serait quand même souhaitable pour tous ceux qui arrivent de Tahiti, qui viennent de mission ou de vacances, etc., de, si possible, se faire tester s'ils en ont les moyens, mais sinon de rester pendant au moins 7 jours à distance de leurs proches. 243 cas pour 100 000 habitants à Tahiti, 264 à Moorea, l'île sœur plus touchée donc. En revanche, les touristes, eux, le sont à peine. 0,2% d'autotests positifs sur 26 000, dérisoire. Voilà, d'où l'importance, vous le savez, des gestes protecteurs comme le port du masque et la distanciation physique. Ils sont donc obligatoires. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et évitez de vous serrer la main. En cas de doute sur votre état de santé, appelez le 40 45 50 00 ou le 15 en cas d'urgence. Et les premières victimes de la crise sanitaire restent bien sûr les salariés et les patentés du tourisme comme dans les îles sous le vent. Si certains ont pu maintenir la tête hors de l'eau grâce au fonds d'aide de solidarité du pays et de l'État, les skippers et hôtesses des sociétés de charter nautique de Raiatea souffrent, mais aussi les artisans bijoutiers. Ils ont créé une page Facebook, les oubliés du fonds d'aide de solidarité de Polynésie. Selon le témoignage de l'une des employées qui travaille pour différentes compagnies de charter, il est difficile pour eux d'obtenir l'aide de l'État. On l'écoute au micro de Julie Lescaut. Effectivement, nous rencontrons quelques difficultés pour la demande de fonds de solidarité de l'État, qui à chaque fois, on essuie des refus, à chaque fois, donc le problème est là. Parce que notre APE, notre code APE, se trouve non éligible, ce qui cause beaucoup de problèmes pour certaines qui ne peuvent pas s'en sortir. Depuis quand vous n'avez rien touché, aucune aide? Depuis juillet. Donc la demande a été faite depuis juillet jusqu'à présent. Donc on est déjà au mois d'octobre. On n'a rien touché. À chaque fois, on essuie des refus jusqu'à maintenant. Voilà. On espère bien sûr qu'une solution sera trouvée le plus rapidement possible. Je vous le disais en titre, Whareirata revoit la tarification de ses boîtes postales dès février prochain. Comptez 500 francs par personne supplémentaire et par an, en plus de la location du titulaire. Une normalisation, déclare Whareirata, afin de lutter en partie contre le trafic de drogue et contre le déficit de l'ancien OPT. Une mesure évidemment critiquée par les usagers. Il existe pourtant un moyen de ne pas payer plus. Les explications de Nicolas Suire. Retirez votre courrier, un geste habituel qui vous coûtera 500 francs en plus par personne, y compris pour le conjoint et les enfants. Ce principe de souscription supplémentaire devra être respecté à partir de février prochain. Les usagers sont plutôt mécontents. Et on prend un peu les gens, en fait, en plus dans une période un peu difficile financièrement pour les familles. Au lieu d'avoir une augmentation salaire pour certains, c'est une augmentation dans les factures, ça va faire cher. Je pense que on paye suffisamment pour les boîtes. Pour une famille, c'est bien d'avoir une boîte et pas faire payer 500 francs en plus. C'est du vol. Autorisé, légal en plus. Mais pourquoi? Il y a des familles qui sont plusieurs. Alors une boîte postale, c'est pratique. Et là, s'il faut rajouter 500 francs par personne, imaginons on est plusieurs, ça fait cher après. Cette mesure est mise en place afin d'augmenter la traçabilité, notamment pour les affaires de stupéfiants, mais aussi pour combler en partie les 3 milliards de francs de déficit de l'établissement postier. Une normalisation de la distribution du courrier à domicile en boîte postale, ça fait partie d'une batterie de mesures que l'on souhaite mettre en œuvre pour améliorer la qualité de service de distribution postale. Et comme tu l'as justement fait remarquer, la traçabilité c'est important. Parce que le titulaire de la boîte est responsable de ce qu'il reçoit dans sa boîte, y compris nous, le postier qui remettons ses paquets dans les boîtes. Pour ne pas payer les 500 francs par personne, il faut que tous les courriers adressés à d'autres que le titulaire comportent le nom du destinataire, suivi de la mention « Care of », plus le nom et le numéro de la boîte postale du titulaire, ainsi que le code postal. Mais cela veut aussi dire qu'il faut rectifier cette adresse chez tous vos facturiers,
et chez tous ceux susceptibles de vous écrire. Voilà un mot de justice à présent. C'est l'avant-dernier jour du procès Saranoui 2. Après les réquisitions du procureur hier détaillées, justifiées durant plus de 4 heures aujourd'hui, c'est au tour des avocats des 25 prévenus de tenter de convaincre la Cour. Pour mémoire, le ministère public avait requis des peines allant de 2 mois avec sursis à 15 ans de prison ferme et une amende douanière solidaire de 4 milliards de francs pour 8 prévenus, dont les 2 cerveaux du trafic. Tous donc seront fixés sur leur sort demain. Et puis ce nouvel acte de vandalisme perpétré au centre pour jeunes adolescents de Bora Bora, de la salade verte, des oignons verts, du thym et bien d'autres légumes encore. Les élèves y avaient mis tout leur cœur dans leur petite plantation et tout a disparu dans la nuit de mardi à mercredi. Il leur en reste encore un petit peu encore. Des actes qui démoralisent toutefois les enfants déjà en difficulté scolaire. Ils s'interrogent sur l'intérêt de ce projet si d'autres viennent pour détruire leur travail. L'équipe pédagogique ne baisse pas les bras pour autant et compte concevoir une pépinière partagée. Vanda, la directrice du CJA. S'il vous plaît, ne venez plus voler dans notre serre. Vous pouvez acheter vous-même vos grains, de planter après. Nos jeunes sont déçus et sont découragés, démoralisés par rapport à ce deuxième vol. Le premier, il est vrai qu'il y avait un élève qui était venu me voir au bureau. Et on pleure pour me dire, madame, je suis vraiment démoralisée, je ne veux plus continuer, c'est même pas la peine de continuer. Je préfère faire autre chose que de continuer à prendre soin de mes plates-bandes et de faire de l'agriculture maraîchère. Je lance quand même un message, je pense que ce sont des gens qui sont dans les alentours, qui vivent dans les alentours du CJA. Et s'ils ont besoin de semis et de plants de salade, de potas, et qu'ils viennent nous demander, parce qu'on en donne aux personnes qui viennent nous demander ces plants de salade. Et nous aussi, on est prêts à partager cela avec ces habitants, avec ces gens du quartier. Voilà, on espère en tout cas que le message a été entendu. En France, Édouard Fritsch et le président de l'Assemblée Gaston Tonsang ont été reçus par Emmanuel Macron. Selon un communiqué de la présidence, le président de la République a confirmé sa venue en Polynésie vers la fin du premier trimestre de 2021. Parallèlement à cette entrevue, la délégation tahitienne a aussi rencontré les tours opérateurs parisiens. Objectif affiché, promouvoir la destination Polynésie en mettant en avant un dispositif de test Covid plus rapide au départ de la France. Le reportage. 65% de touristes en moins depuis la réouverture des frontières du Whenua le 15 juillet dernier par rapport à 2019. Pour autant, les professionnels tahitiens du tourisme reconnaissent que la Polynésie ne s'en sort pas si mal par rapport aux autres destinations balnéaires internationales qui pour la plupart sont fermées. Résultat, le pays n'accueille que 18 000 touristes en moyenne par mois, mais la majorité est à fort pouvoir d'achat. On voit effectivement une évolution de la typologie des voyageurs. D'abord, des voyageurs à haut revenu aussi, c'est-à-dire que ceux qui ont les moyens de voyager aujourd'hui cherchent des destinations qui soient ouvertes. Et après, on constate effectivement le last minute. Compte tenu de l'occupation actuelle de nos hôtels et de nos hébergements, chaque visiteur est réellement le bienvenu. Relance des campagnes publicitaires, rencontres avec les tours opérateurs, demandes financières auprès des pouvoirs publics, bref, les professionnels polynésiens du tourisme multiplient ces jours-ci à Paris les rendez-vous pour vendre la destination Tahiti et sauver la filière du tourisme au Whenua, une filière capitale pour l'avenir économique du territoire. Parmi les problèmes à régler, la pagaille engendrée par des résultats des tests de dépistage de la Covid-19 qui arrivent souvent bien trop tard au moment d'embarquer dans les avions et perturbent l'activité des transporteurs aériens. Le président et la ministre sont très sensibilisés à ce problème de test qui fait qu'effectivement, à chaque vol, alors il n'y a pas de pénalité, mais on reprotège. Les passagers, s'ils ne peuvent pas embarquer parce qu'ils n'ont pas leur test, on les reprotège sur le vol suivant sans frais. Et comme on a mis quand même pas mal de fréquences sur Tahiti, c'est souvent des décalages de 2-3 jours, mais c'est vrai que c'est pénalisant. Mais là où les professionnels peinent le plus désormais, c'est leur incapacité à anticiper la saison touristique à venir. La crise sanitaire a rabattu les cartes en matière de réservation. Il faut savoir que la Polynésie, en général, les réservations se font entre 4 et 6 mois à l'avance. Aujourd'hui, les réservations se font
d'après les réunions que nous avons eues avec les tour opérateurs, parfois une semaine avant le départ. À 2 mois des vacances de Noël et à 6 mois du début de la haute saison touristique sur le Fénois, professionnels et autorités locales croisent les doigts pour que la crise sanitaire en Hexagone ne perturbe pas plus la filière touristique polynésienne, déjà fortement ébranlée par le manque de touristes métropolitains. Voilà, le retour de la délégation du président au Fénois est prévu ce week-end. Il n'a que 17 ans et déjà un parcours exceptionnel. Amir Ferri, ambassadeur de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, a rencontré ce matin les élèves du collège de Tiparoui, 27 fois primés à l'international pour ses ouvrages. Il parcourt le monde avec une mission, la lutte contre le harcèlement scolaire dont il a été victime. Caroline Fari et Heidi Enko ont suivi sa visite. Ferry, vous avez l'habitude de jouer de la musique comme ça? Pas du tout, c'est la première fois. non, mais vraiment, c'est la première fois. Et en plus, j'étais pas très bon en musique, en fait, ni au collège, ni au lycée. J'étais bon un peu en flûte, mais là, j'ai l'impression que ça me va bien, en fait. On l'appelle le prodige tunisien. Amir Ferri, bachelier à 15 ans, mention très bien, vient à la rencontre des collégiens polynésiens. Son message est clair, l'acceptation des différences et la lutte contre le harcèlement scolaire. J'aimerais tout d'abord leur partager mon expérience de jeune, parce que je suis un jeune et je souhaiterais apprendre de la jeunesse polynésienne, les valeurs de la jeunesse polynésienne et ses principes, parce qu'il y a quelque chose qui nous réunit, c'est notre âge. Après, on est dans différents continents, on est éloigné à plusieurs milliers de kilomètres. J'aimerais savoir comment eux, ils vivent en Polynésie française. J'aimerais pouvoir leur raconter comment moi, j'ai eu des expériences dans les domaines de l'éducation, la culture, et voir ce qu'on pourrait faire ensemble. On ne sait pas qu'on est en train de blesser l'autre lorsqu'on pratique le harcèlement scolaire. On ne sait pas parce qu'on croit peut-être s'amuser. Les élèves qui préparent sa visite depuis une semaine sont plutôt motivés par ce jeune de 17 ans, auteur de 4 ouvrages, dont le dernier, paru en 2018, traite du harcèlement. On s'intéresse parce qu'on sait que ça existe, donc je n'en connais pas particulièrement, enfin moi-même je n'en connais pas, mais on sait que ça existe, donc c'est vraiment un fléau. Et donc c'est pour ça qu'on est assez intéressé, surtout qu'Amir Ferri est quelqu'un qui s'y connaît vraiment et qui a même écrit un livre dessus, donc c'est très intéressant de discuter avec lui. Je connaissais une élève qui a dû changer de collège parce qu'elle était ici et ses dents étaient redressées vers l'avant et elle a dû changer de collège à cause de harcèlement. Et quand j'ai appris ça, ça m'a fait beaucoup de mal pour elle parce que je la connaissais bien et voilà. Les élèves sont très concernés par ce sujet et nous faisons en sorte que justement ils fassent la différence et qu'ils, entre le harcèlement et des disputes d'enfants qu'on a tous connues évidemment, et qu'ils puissent juger ce qu'est une véritable situation de harcèlement et avoir surtout notre confiance pour venir en parler. Très sollicité à l'international, Amir Ferri espère donner la meilleure image de la jeunesse polynésienne lors des prochains sommets mondiaux auxquels il participera. La différence, c'est une chance. Nous devons en profiter et c'est pourquoi je vous demande de me rejoindre. Mauroro. Merci beaucoup. Voilà une très belle rencontre. Sa disparition a été un choc pour bon nombre de ses amis. Guy Gouding, décédé mardi soir à l'âge de 74 ans, a été inhumé cet après-midi au cimetière de l'Uranie. Sa famille, ses amis sont venus nombreux saluer une dernière fois sa mémoire. Un homme qui a beaucoup œuvré dans le monde de l'éducation. Aussi, l'ensemble du personnel de Polynésie la Première adresse encore une fois ses condoléances à la famille. Qui va gagner le concours Taeri Paumotu 2020? Pour le découvrir, direction maintenant le papa de la Maison de la Culture pour accueillir notre invité Fabien Dinard, directeur du Conservatoire. Fabien, cette soirée de concours a débuté il y a 1 heure à peu près et c'est une des rares organisées en cette période de Covid-19. Est-ce qu'il a été facile de l'organiser? Non, ça n'a pas été facile puisque à cause de la situation sanitaire, beaucoup de groupes se sont désistés et puis il fallait respecter les mesures barrières pour organiser cet événement. Bon, il y a quand même du public qui est venu, qui ont tous leurs masques et puis qui respectent la distanciation. Alors, il n'y a pas vraiment eu de promo autour de l'événement. Les groupes ont-ils eu le temps de se préparer? Oui, alors il faut savoir que ce sont des musiciens qui ont l'habitude de jouer cette musique. Donc il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Alors comment ça va se passer? Qui fait partie du jury ce soir?
Alors, tout d'abord, le jury est présidé par Mapo, un musicien bien connu et puis expert dans le Tahiri Pomotou. On a beaucoup de respect pour lui, il a 80 ans. Et puis il y a Virita Imana, le directeur du Centre des métiers d'art. Il y a Melinda Tahuterani, bien connue aussi, qui était dans les groupes de musique. Et puis Anton Arakino, que l'on ne présente pas, qui est connu dans le milieu culture Pomotou. Alors, c'est la deuxième ou troisième édition là, que vous organisez. Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des nouveautés ou des nouveaux critères qui ont été rajoutés? Alors, c'est la 4e année parce qu'on l'organise tous les 2 ans. Et les critères sont restés les mêmes. Ils n'ont pas beaucoup évolué. Donc, ce soir, il y a du monde? Il y a du monde tout de même? Oui, on peut dire qu'il y a à peu près 300-350 personnes qui sont venues pour assister à cet événement. Alors depuis 18h, comment ça se passe? Quelle est l'ambiance sur place? Ça se passe très bien, il y a une bonne ambiance et puis les groupes sont d'un très bon niveau. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur le niveau de ces musiciens? Ce sont des groupes professionnels? Déjà, certains sont des musiciens professionnels. Dans un groupe, on a vu par exemple le groupe de Bruno de Mougeot avec Roger Tétouanoui, avec Raoumata, avec des musiciens bien connus. Mais nous avons également la participation de Tamari Tainga, qui a déjà remporté 2 fois le titre pour ce concours. Merci beaucoup Fabien Dinard d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, il y a beaucoup de compétitions ce soir, ça se voit. Merci, Maruru. Avant de nous quitter, l'invité café de votre matinale radio sera Karel Johanna. Il viendra parler de la journée mondiale de la vue, prévue donc demain. C'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Le Covid-19 continue sa progression sur le territoire polynésien avec ce jeudi donc 491 cas toujours actifs. Un virus qui se transmet désormais localement et qui est favorisé par la promiscuité et les rassemblements. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre le rapport donc de la CTC qui pointe du doigt les finances de Moorea qui se dégradent fortement. Quant à Traité Info, déchets plastiques, la filière éthique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30 vos infos radio. Aux commandes de vos journaux du week-end, Vito Tap-O et Ayata Tarhau. Très belle nuit sur la première. À lundi. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.